Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de répondre à la question que sont les thérapies comportementales et cognitives, que l'on appelle aussi les TCC, et cela en vous présentant les fondements théoriques de ces thérapies, ce que nous allons faire via l'exploration de cette carte mentale qui présente donc 4 branches. Donc nous allons commencer par un mot général sur ces TCC, donc ces thérapies comportementales et cognitives, qui ont émergé dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ces TCC s'appuient sur la psychopathologie, la psychologie clinique, la psychologie expérimentale, et quand on les présente, on les envisage comme ayant évolué en 3 temps. On parle de 3 vagues. La première étant celle des thérapies comportementales, la deuxième celle des thérapies cognitives, et puis la troisième vague que nous définirons plus spécifiquement. Commençons avec les thérapies comportementales qui ont émergé au début du XXe siècle, qui s'appuient sur des théories de l'apprentissage, parmi lesquelles on trouve les notions d'apprentissage par conditionnement. Et donc ces théories de l'apprentissage ont notamment été pas mal développées et étudiées par un courant de la psychologie qu'on appelle le behaviorisme. C'est aussi ce qu'on appelle parfois la psychologie scientifique anglo-saxonne, qui a été développée initialement par Watson aux États-Unis, lequel a rapproché notamment la psychologie et la biologie tout en éloignant la psychologie de la philosophie. Ensuite, un autre nom qui est important dans le behaviorisme, c'est Skinner, qui a repris le flambeau après Watson. Et donc ces thérapies comportementales, elles ciblent les modifications des comportements. Elles visent à modifier en fait les comportements inadaptés, problématiques, en tout cas qui génèrent de la souffrance chez les personnes. Les thérapies, alors c'est intéressons-nous maintenant aux thérapies cognitives. Donc les thérapies cognitives, elles ont émergé dans les années 50 et s'appuient sur les théories cognitives du traitement de l'information. On peut dire qu'initialement, leur conception, c'est d'envisager la cognition humaine comme étant analogue au traitement de l'information par un ordinateur. Les thérapies cognitives ont été initialement développées par Ellis et par Beck. Et ces thérapies cognitives, elles visent à modifier les cognitions, c'est-à-dire les pensées et les émotions. Alors, notons que les thérapies comportementales et les thérapies cognitives ont plusieurs éléments en commun. Elles présentent un appui, elles s'appuient en fait toutes les deux sur des modèles expérimentaux. Elles présentent une même compréhension des troubles mentaux et elles ont des méthodologies qui sont assez semblables. C'est ce qui fait qu'elles ont été regroupées ensemble dans ce qu'on appelle les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales, au cours des années 1970. Évoquons maintenant cette troisième vague qui a émergé dans les années 90 et qui représente un enrichissement des TCC qui ont, elles, émergé plus tôt, donc dans les années 1970. Cette troisième vague va essentiellement s'appuyer sur des modèles expérientiels, c'est-à-dire qu'elles vont mettre l'accent sur les émotions et les affects ressentis par les personnes, ainsi que sur la dimension expérientielle, sur l'expérience que les personnes vont avoir. Et donc ces thérapies de la troisième vague, elles vont davantage viser à élargir davantage que modifier. On avait parlé de modification des comportements et des cognitions pour les thérapies comportementales et les thérapies cognitives. Avec la troisième vague, on est moins dans l'idée de modification, mais plutôt dans une idée plus souple d'élargissement, de transformation, donc du répertoire comportemental, du répertoire cognitif. En fait, l'idée, c'est d'introduire un peu plus de flexibilité psychologique et puis de favoriser le développement d'une grande variété de stratégies expérientielles. Donc, cette troisième vague va finalement avoir pour finalité de transformer les rapports que l'individu va entretenir avec ses pensées et ses émotions, puisque effectivement pensées et émotions peuvent limiter l'individu. Donc là, l'idée, c'est de limiter l'impact des pensées et des émotions de façon à laisser les comportements se transformer, à leur permettre de se transformer. Alors nous allons maintenant en dire un petit peu plus sur les fondements des thérapies comportementales.
Donc, les thérapies comportementales, nous l'avons dit, elles s'appuient sur les théories de l'apprentissage. Et j'avais évoqué la notion de conditionnement sur laquelle nous allons nous attarder un temps. Alors, les conditionnements sont vus comme des apprentissages associatifs, c'est-à-dire que lors d'un conditionnement, une association va se créer au cours de l'expérience. Quelle est cette association? Alors, ça dépend du conditionnement qu'on envisage. Il existe deux grands types de conditionnement. Le conditionnement pavlovien, qu'on appelle aussi classique ou répondant, et d'autre part, le conditionnement instrumental ou opérant. Donc, nous allons commencer avec le conditionnement pavlovien, classique ou répondant. Donc, dans ce conditionnement, une association va se créer. Ça va être une association entre deux stimuli que l'on va appeler l'un, le stimulus conditionnel, qu'on pourra noter SC, l'autre, le stimulus inconditionnel ou SI. Ce conditionnement a été mis au jour en fait par Pavlov à travers une expérience que je vais reprendre ici. En fait, Pavlov, dans une observation préliminaire, il constate que s'il donne de la viande à un chien, le chien salive. Le fait de donner de la viande va représenter une stimulation inconditionnelle qui entraîne une réponse inconditionnelle, qui est une réponse de salivation. Et il va faire une expérience. En fait, il va faire précéder la distribution de viande par un tintement de cloche. Ce tintement de cloche va constituer une nouvelle stimulation qu'on va appeler la stimulation conditionnelle ou le stimulus conditionnel ou conditionné. Et suite à cette expérience, il va évaluer, voir si l'animal a appris quelque chose de cette expérience. Et donc ce qu'il fait dans cette évaluation, c'est qu'il présente la stimulation conditionnelle seule, c'est-à-dire qu'il fait simplement entendre le tintement de la cloche à l'animal, et il regarde ce qui se passe, et il constate que l'animal salive. Donc dans ce cas-là, la salivation n'est plus vue comme une stimulation inconditionnelle, mais elle devient une stimulation conditionnelle ou conditionnée. Puisqu'effectivement elle est provoquée par la stimulation conditionnelle, par le tintement de cloche. Autrement dit, on peut dire que chez l'animal, une association s'est faite entre la stimulation conditionnelle et la stimulation inconditionnelle. Association qui, d'une certaine façon, permet à l'animal d'anticiper ce qui va se passer dans son environnement, puisque le tintement de cloche, l'animal aura appris à l'envisager comme étant un élément de son environnement qui lui apprend la survenue de quelque chose dans son environnement qui va être la distribution de viande, et donc il va anticiper sa réponse, la développer plus tôt. Donc justement, si on reprend les caractéristiques, on peut dire que le conditionnement, donc il existe chez de nombreux organismes, c'est un mécanisme donc involontaire, c'est adaptatif parce que comme j'étais en train de l'évoquer, ça permet à l'animal de prédire ce qui va se passer dans son environnement, et bien sûr le conditionnement classique donc va pouvoir s'éteindre. Effectivement, si on fait entendre un certain nombre de fois la cloche à l'animal, mais qu'il n'y a plus jamais ensuite de distribution de viande, eh bien ensuite l'entente de la cloche seule n'entraînera plus la salivation. Donc le mécanisme peut se produire, l'apprentissage peut se produire dans un sens ou dans l'autre. Donc Watson va s'appuyer justement sur cette découverte de Pavlov, et il va notamment tester le conditionnement chez l'humain. C'est l'expérience célèbre du petit Albert. Donc, le constat est le suivant. Avant que Watson ne se lance dans ses expériences, le petit Albert n'a pas peur des rats. Et il fait une observation préliminaire qui est la suivante. Il fait entendre au petit Albert un bruit fort qui va représenter une stimulation inconditionnelle qui va déclencher chez le petit Albert une réponse de peur qu'on va appeler la réponse inconditionnelle. Ce qu'il fait ensuite, c'est qu'il va répéter une expérience qui consiste à montrer un rat juste avant de faire entendre ce bruit assez fort. Dans cette expérience, la stimulation conditionnelle est représentée par la présentation du rat. Puis ensuite, il évalue, voir si l'enfant a appris quelque chose de la situation. Donc, il présente le stimulus conditionnel seul, il présente le rat à l'enfant et il constate que la seule présentation donc, du rat entraîne une réponse conditionnelle ou conditionnée, qui est une réponse de peur, alors qu'avant, le petit Albert n'avait pas peur des rats. Donc là encore, on constate qu'il y a bien une association qui s'est faite entre la stimulation conditionnelle et la stimulation inconditionnelle.
Autrement dit, le petit Albert, qui n'était pas phobique des rats, est devenu phobique des rats, et par la suite, sa phobie s'est généralisée aux lapins et aux fourrures. Alors bien évidemment, l'expérience du petit Albert a suscité des controverses, notamment parce que les normes éthiques ne sont pas du tout respectées. Et puis il y a aussi un autre élément qui a été soulevé à l'époque concernant l'état de santé du petit Albert, qui aurait présenté au moment de l'expérience des problèmes neurodéveloppementaux. Donc, quoi qu'il en soit, l'idée de Watson ici est la suivante, c'est que ce qui a été appris doit pouvoir être désappris. Donc il doit être possible de faire disparaître un comportement phobique. Alors Watson ne va pas avoir le temps de tester cette hypothèse parce qu'il va être renvoyé de son université pour des problèmes de mœurs. En revanche, une de ses étudiantes, Cover Jones, va tester cette idée auprès d'un autre enfant qui est le petit Peter, qui lui a une phobie des lapins. Et donc l'idée ici, c'est de reconditionner en fait cet enfant pour qu'il n'ait plus peur des lapins. En fait, il va s'agir tout simplement de créer un nouveau conditionnement. Donc l'observation préliminaire est la suivante. Elle constate que lorsqu'elle donne un bonbon au petit Peter, eh bien celui-ci présente une réponse inconditionnelle qui est une réponse de plaisir à manger le bonbon. Elle va répéter une expérience de façon progressive d'ailleurs. Elle va présenter un lapin avant de donner un bonbon. Donc ici, la stimulation conditionnelle, c'est la présentation du lapin. Et puis, après avoir répété cette série d'expériences, elle va évaluer, voir ce qu'il en est, ce qu'a appris le petit Peter. Et elle va présenter donc le lapin seul et elle va observer ce qui se passe. Et elle voit que la présentation du lapin seul entraîne une réponse conditionnée qui est une réponse de plaisir. À nouveau, il y a eu association entre les stimulations conditionnelles et inconditionnelles. Et donc, au final, le petit Peter qui avait peur des lapins n'a plus peur des lapins. Alors, cette technique est à la base donc, des méthodes de désensibilisation systématique, ce que Volpe appellera l'inhibition réciproque, réciproque parce qu'il part du principe qu'on ne peut pas vivre deux éléments qui sont en même temps, donc on va soit vivre une émotion, soit une autre. Et ces techniques donc, de désensibilisation systématique ou inhibition réciproque font partie des techniques dites d'exposition. Donc, ce qu'on peut dire pour revenir là-dessus sur cette méthode de désensibilisation systématique, on peut dire qu'elle consiste finalement en présence de l'objet qui déclenche la phobie, à associer une réponse qui va être justement antagoniste à l'anxiété, pour la raison que j'évoquais, parce que deux états ne peuvent pas se produire en même temps. On ne peut pas avoir à la fois ressentir une anxiété et du plaisir, ou ressentir de l'anxiété et à la fois de la relaxation. Donc c'est le cas ici avec le petit Peter, où il va expérimenter ce plaisir du bonbon à la place de la peur qui était initialement produite par la présence du lapin. Donc dans ces techniques, ce qui sera présenté, c'est souvent, ce qui sera produit chez la personne, c'est l'état de relaxation. Alors, évoquons maintenant l'autre type de conditionnement qui est le conditionnement instrumental ou opérant. Donc dans ce conditionnement, on a également une association qui va se former, mais cette fois-ci, l'association se forme entre le comportement développé par l'organisme et les conséquences de ce comportement. Les premières expériences qui ont permis de mettre au jour ce type de conditionnement ont été menées par Thorndike à la fin du 19e siècle, début 20e, avec des chats. C'est une expérience assez simple qui a consisté à enfermer un chat qui avait faim dans une cage qui pouvait s'ouvrir de l'intérieur, tout en plaçant de la nourriture à l'extérieur. Donc le chat ainsi enfermé a commencé à se lancer dans différents comportements et de façon fortuite, il a fait glisser le loquet qui fermait sa cage et il s'est retrouvé libre et a eu accès à la nourriture. Autrement dit, son comportement a eu pour conséquence de lui permettre d'avoir accès à la nourriture. Quand il replace le chat dans la boîte, le chat se relance dans des comportements divers et variés. À nouveau, de façon fortuite, le loquet est glissé par le comportement de l'animal. Il a à nouveau accès à la nourriture. Et en fait, l'animal va apprendre puisque finalement, il constate que quand il remet le chat, au bout d'un moment, le chat, dès qu'il est
placé dans la cage fermée, il va tout de suite l'ouvrir. Il a appris que on pouvait ouvrir la cage de l'intérieur en faisant glisser le loquet et que ça permettait d'accéder à la nourriture. Autrement dit, il y a bien eu association entre son comportement et les conséquences de son comportement. Alors, cette expérience de Thorndike va être assez systématisée par Skinner, qui va forger différentes cages, qu'on appelle les boîtes de Skinner, et il va proposer une grande diversité d'expériences, et le but va être d'essayer d'identifier les lois fondamentales des apprentissages. C'est un peu le but des behavioristes. Alors, les caractéristiques de ce type de conditionnement, le conditionnement instrumental ou opérant, sont les suivantes. C'est qu'on est sur un apprentissage par essai-erreur. On l'a dit, l'animal ne va pas tout de suite ouvrir la cage. En fait, il se lance dans divers comportements et puis à un moment donné, il a des conséquences à ce comportement qui vont finalement renforcer les comportements. Et on peut dire que l'association va être considérée comme étant faite quand le temps de réalisation de la tâche diminue. Ce que je disais quand j'évoquais le fait que quand l'animal a réussi à se libérer plusieurs fois de sa cage, finalement il sait, on peut dire qu'il a compris comment on ouvre la cage et comment avoir accès à la nourriture qui est placée à l'extérieur. Alors, autre caractéristique, c'est qu'un phénomène intervient dans ce type de conditionnement, donc instrumental ou opérant, c'est la notion de renforcement. Il y a renforcement quand les conséquences du comportement vont augmenter la probabilité de production du comportement. Ce renforcement, il peut être positif ou négatif. On dit que le renforcement est positif quand les conséquences du comportement vont ajouter quelque chose d'appétitif. Par exemple, pour les chats de Thorndike, c'est le cas, puisque effectivement, le comportement du chat va lui permettre d'avoir accès à de la nourriture, donc d'ajouter quelque chose d'appétitif. Un renforcement peut aussi être dit négatif, quand les conséquences du comportement vont supprimer quelque chose qui est aversif. Quoi qu'il en soit, en tout cas, dès qu'on parle de renforcement, on peut dire qu'il y a un bénéfice qui va être expérimenté par l'animal. L'inverse, c'est la punition. Dans ce cas-là, les conséquences du comportement vont diminuer la probabilité de production du comportement, puisque finalement, avec le comportement qui est lancé, l'animal va expérimenter quelque chose qui est plutôt désagréable. Et donc là aussi, la punition, elle peut être soit positive, soit négative. Donc on dira que la punition est positive quand les conséquences du comportement vont se traduire par l'ajout de quelque chose d'aversif, et la punition sera dite négative quand les conséquences du comportement vont supprimer quelque chose qui est appétitif. Donc dans un cas comme dans l'autre, on supprime en gros quelque chose qu'on aime, ou on ajoute quelque chose qu'on n'aime pas. C'est dans un cas comme dans l'autre préjudiciable pour l'organisme. Donc ce qu'on voit, c'est que les modulations du comportement vont se faire selon les conséquences qu'a le comportement en fonction de ces notions qu'on vient d'évoquer, qui sont les notions de renforcement et de punition. J'ai replacé tout ça dans un tableau pour le reprendre de façon un petit peu plus claire. Donc quand on parle de renforcement ou de punition, on peut parler de renforcement ou de punition positive ou négative. Quand on dit positif, c'est pas en termes de valeur, ça veut dire qui a ajout de quelque chose. Quand on parle de négatif, là aussi, il ne s'agit pas de valeur, il s'agit du retrait de quelque chose. Donc, quand on ajoute quelque chose de positif qui augmente le comportement, eh bien, on crée un renforcement positif, c'est l'ajout de quelque chose d'appétitif, ce que j'évoquais pour les chats de Thorndike. Si on enlève quelque chose qui est négatif, là aussi on va augmenter le comportement, on retraite quelque chose d'aversif, donc c'est un renforcement négatif. Par exemple, si je sens que ça me gratte un peu partout et que j'ai un pull en mohair, peut-être qu'en enlevant ce pull en mohair, ça ne va plus gratter. En quel cas, le fait d'enlever ce pull constitue un renforcement négatif, puisque ça a permis d'enlever quelque chose qui était aversif, c'est-à-dire les sensations de démangeaison liées à ce pull.
Pour la punition positive, dans ce cas-là, il y a ajout de quelque chose d'aversif et du coup, ça va diminuer le comportement. Par exemple, si je mets du vernis amer sur mes ongles, à chaque fois que je vais porter mes ongles à la bouche avec l'idée de les ronger, eh bien, je vais ressentir cette amertume. Donc, en gros, il y a quelque chose qui va me dissuader finalement de le faire. Mon comportement de nycophagie va diminuer. Donc, dans ce cas-là, la punition est positive dans le sens où il y a eu ajout de quelque chose d'aversif, de désagréable. Et on peut évoquer la punition négative quand la punition consiste à enlever quelque chose qui était agréable. Par exemple, je ne fais pas mes devoirs, donc je n'ai pas le droit de regarder les écrans. Autrement dit, je suis privée de quelque chose que j'aime. Du coup, je vais effectivement éviter ce comportement qui consiste à ne pas faire mes devoirs, de façon à pouvoir avoir toujours accès à ces éléments qui sont appétitifs. Alors, notons aussi que concernant ce renforcement, les renforçateurs sont de deux catégories. Les renforçateurs dits primaires correspondent à des besoins physiologiques, donc ça va être ce qu'on évoquait pour les chats de Thorndike, l'accès à de la nourriture, mais il y a aussi des renforçateurs qui sont secondaires, qui sont liés eux-mêmes à des phénomènes d'apprentissage, qui vont par exemple correspondre à un gain d'argent quand certains comportements vont se produire. Alors, dans le cadre des thérapies, ce qui va être surtout utilisé, c'est le renforcement positif. On va moins travailler avec les autres types de renforcement négatif et puis les punitions qui apparaissent plus coercitifs. Alors, notons aussi une chose, c'est qu'avec l'exploration du conditionnement instrumental ou opérant, on se rend compte que l'organisme, face aux stimulations, il ne va pas répondre de façon purement automatique, alors que c'est ce que suggérait le conditionnement pavlovien. On se rend compte que face aux stimulations, eh bien, l'animal va répondre d'une certaine façon, et ce sont les conséquences de ces réponses qui vont moduler ces réponses, c'est-à-dire ces comportements futurs face à la situation. Autrement dit, ces travaux autour du conditionnement opérant ont permis de changer un petit peu le point de vue, qui est de voir l'organisme non pas comme un objet, mais comme un sujet qui va être acteur de ce qui lui arrive. Alors, à côté de la notion de conditionnement, on peut évoquer les théories de l'apprentissage social ou apprentissage vicariant. On peut parler aussi de modelage ou d'apprentissage par observation, ou encore imitation, même s'il y a quelques petites nuances concernant ces terminologies. Donc, cet apprentissage social, on le doit à Bandura qui, dans les années 1960, a fait une expérience avec une poupée appelée Bobo, qui est une sorte de culbuto gonflable. Alors, très succinctement, l'expérience va consister à montrer à des enfants, des adultes, frapper la poupée Bobo. Et il constate, en gros, que les enfants vont avoir tendance à imiter le modèle agressif, alors que les enfants qui n'ont pas été exposés à ces adultes qui frappent la poupée Bobo, eux sont moins agressifs. Alors, c'est une expérience qui a suscité diverses controverses, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout de se rendre compte qu'avec ces travaux, Bandura a introduit l'idée que les apprentissages, quand ils se font, vont aussi impliquer des dimensions sociales et cognitives. Ce sont vraiment deux dimensions qui sont très importantes dans les apprentissages et qui vont expliquer des observations qui ont été faites chez les humains, puisqu'effectivement, on avait observé que des humains sont capables d'apprendre par observation, et cela sans être directement impliqués dans les apprentissages. Alors que dans les situations d'apprentissage par conditionnement, là, il faut que l'organisme soit impliqué lui-même dans l'apprentissage. Donc là, ce n'est pas le cas. On constate qu'effectivement, on peut apprendre par simple observation. Et donc, Bandura va insister sur le fait que les comportements donc des humains vont se développer via des interactions réciproques avec l'environnement, donc physique et humain, et aussi avec les cognitions.
Donc, ces théories de l'apprentissage, eh bien, elles vont compléter les théories des conditionnements et elles vont enrichir les pratiques thérapeutiques avec, par exemple, la mise au point de thérapeutiques qui font appel à des jeux de rôle en groupe, hein, dans lesquels voir quelqu'un, par exemple, faire quelque chose qu'on redoute et constater que les conséquences redoutées n'adviennent pas, eh bien, c'est ce qui peut nous amener à nous confronter à la situation qu'on redoutait. Alors, notons également que ce type d'apprentissage, l'apprentissage social, va se faire si l'individu, donc l'apprenant, observe la situation avec attention. Et qu'est-ce qui va faire qu'il observe la situation avec attention? Eh bien, ça va être le cas si le modèle l'attire. Si la personne qui réalise quelque chose ne l'intéresse pas, évidemment, l'individu ne pourra pas apprendre quoi que ce soit. Donc il faut qu'il y ait une certaine attention, un certain intérêt. Il faut bien sûr aussi que l'individu soit en mesure de retenir les informations qui sont cruciales dans l'apprentissage. Il faut aussi qu'il soit en mesure de mobiliser ses capacités motrices afin de pouvoir reproduire ce qu'il a observé. Et ce qui va aussi beaucoup jouer, c'est la motivation de la personne. Et cette motivation elle-même, elle va dépendre de plusieurs phénomènes. Elle va dépendre, premièrement, de l'anticipation des récompenses à venir. Par exemple, dans le fait de travailler ces cours, si on a l'idée qu'en travaillant ces cours, on va obtenir un diplôme qui va nous permettre de faire le métier de nos rêves, eh bien à ce moment-là, on va être davantage motivé. Ça va dépendre aussi de la capacité que l'on a à pouvoir s'auto-renforcer. Par exemple, si je regarde une vidéo de jonglage et qu'après avoir visionné cette vidéo, je me lance et puis que je trouve que je me débrouille assez bien par rapport au modèle, eh bien, dans cette situation, je vais être assez motivée. Ça veut dire que ce qui s'est passé ici, c'est que je vois la vidéo, je me lance et puis je m'auto-évalue, je me trouve assez performant, je me dis c'est pas trop mal ce que je fais, j'arrive à bien jongler avec 3 balles, du coup je suis motivée pour continuer l'apprentissage. Et puis, il y a un autre élément qu'il met aussi en avant, c'est que la motivation va dépendre de ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. L'efficacité personnelle, c'est la représentation que l'on se fait de nos compétences. Donc, c'est effectivement une croyance que l'on construit. Ça veut dire que si j'ai le sentiment d'être capable de jongler avec 3 balles, eh bien, je me lance, je me confronte à la situation. Par contre, si j'ai le sentiment de ne pas être capable de jongler avec 3 balles, je ne me lance pas et je vais éviter la situation. Donc je ne vais rien pouvoir finalement apprendre. Et bien sûr, ce sentiment d'efficacité personnelle, il va varier en fonction des expériences qui sont faites. Ça va se construire ça tout au long de la vie et ça peut évoluer. Et c'est justement le levier sur lequel on peut jouer en situation thérapeutique. Alors, à présent, nous avons évoqué donc, les fondements de la thérapie comportementale. Nous allons évoquer les fondements de la thérapie cognitive. Donc, les thérapies cognitives s'appuient sur les théories du traitement de l'information qui ont émergé dans les années 50 et dont le postulat est que le fonctionnement cognitif de l'humain est analogue au traitement de l'information par un ordinateur, dans le sens où il y a des données qui vont entrer, donc des données dans l'ordinateur, mais des données entrent aussi en nous à travers la récupération de tout un tas de stimulations via nos systèmes sensoriels, qu'il s'agisse de stimulations externes ou internes. Une fois que ces données sont dans la machine, donc là en l'occurrence en nous, le système va réaliser un traitement des données. Donc en nous, on va parler de boîte noire, ça correspond en fait à notre système nerveux, on peut même dire notre système nerveux central, c'est-à-dire notre encéphale, au sens commun, donc notre cerveau, et puis notre moelle épinière. Et puis ensuite, des données vont sortir, ce sont les réponses que l'organisme va développer, ou donc les réponses de l'ordinateur. Ces théories du traitement de l'information, elles vont viser en fait à essayer de comprendre en gros ce qui se passe dans la boîte noire. Donc l'idée c'est d'essayer de modéliser un peu les étapes du traitement, d'essayer de comprendre tous les processus. In fine, ça aboutira à modéliser des grandes fonctions cognitives qui sont par exemple l'attention, la mémoire, la perception, la représentation, le raisonnement, avec l'accent qui va être mis sur ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire sur l'aspect cognitif. Dans le cadre de ces théories du traitement de l'information, les troubles psychologiques sont vus comme des traitements de l'information qui sont
dysfonctionnels. Du coup, comme des traitements de l'information qui résultent en fait de schémas cognitifs qui sont dysfonctionnels. Ce qu'on peut résumer en disant que finalement ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui vont créer des troubles en fait chez les humains, mais ce sont essentiellement les idées qu'ils s'en font. C'est déjà Épictète qui disait ça il y a plus de 2000 ans. Alors les fondateurs des approches cognitives, donc des thérapies cognitives à proprement parler, sont notamment Ellis et puis Beck. Alors Ellis était psychologue. Et il a développé une thérapie qui est la thérapie rationnelle émotive. Hein. Il parlait de Rational Emotive Behavior Therapy ou REBT, qu'il a développé en s'appuyant sur sa connaissance de la philosophie. Et dans cette thérapie, il va se fonder sur l'idée suivante, sur l'idée que des croyances erronées peuvent générer des dysfonctionnements dans la façon de penser, d'appréhender les situations et de vivre les situations. Et donc, c'est pour lui ce qui va générer des troubles psychologiques. On retrouve très clairement ce qui a été donc énoncé ici par Épictète. Alors, cette thérapie, on peut l'envisager de façon assez simple avec quelques lettres, notamment les lettres A, B, C. A, ça veut dire activating, ça correspond à la situation. B, ça veut dire les beliefs, ce sont les croyances. Et C, ce sont les conséquences. Ça veut donc dire que quand un individu vit une situation, A, les croyances qu'il a par rapport à la situation, donc B, vont avoir des conséquences émotionnelles, cognitives et comportementales. Par exemple, je dois prendre l'avion, c'est la situation. J'ai certaines croyances par rapport à cette situation et en fonction de mes croyances, les conséquences vont être diverses et variées. Si mes croyances sont que c'est extraordinaire de prendre l'avion parce qu'on voit des paysages magnifiques, à ce moment-là, les conséquences vont être tout à fait agréables. Par contre, si ma croyance c'est que l'avion c'est un engin qui risque à tout moment de tomber au sol, à ce moment-là, les conséquences vont être plutôt désagréables. Et on peut compléter ces trois lettres avec deux autres lettres qui sont D et E. D, ça correspond à disputing, c'est le débat, et puis E, c'est l'évaluation. Autrement dit, quand une situation problématique, en tout cas vécue comme problématique par une personne, a été identifiée, eh bien, le thérapeute va débattre avec l'individu pour essayer d'identifier les croyances qui sont problématiques, hein, qu'est-ce qu'on se dit par rapport à la situation, en vue de les modifier en se confrontant donc à la réalité. C'est pour ça qu'on parle de rationalité, parce qu'effectivement, il y a une tentative de rationalisation. Et l'idée va être ensuite d'atténuer donc l'influence qu'on s'est pensée finalement distordue sur le fonctionnement de la personne. Et donc la lettre E, évaluation, eh bien ça correspond à l'évaluation qu'on va faire des solutions alternatives qui ont été trouvées suite au débat, et cela aussi dans de nouvelles situations. Donc en deux mots, pour reprendre cette thérapie, il s'agit finalement de remplacer des croyances, des phases qu'il qualifie d'irrationnelles, donc qui vont mener à un vécu de détresse, par des croyances qui sont plus rationnelles, qui vont mener à un vécu qui est dépourvu de détresse. Donc c'est ce qui va au final mener l'individu à changer sa façon de se percevoir et de percevoir son environnement. Alors Beck, lui, est psychiatre et il va développer ce qu'on appelle la thérapie cognitive. Il la développe de façon empirique via ses travaux auprès d'individus qui présentent des troubles dépressifs. Et cette thérapie cognitive, elle va être essentiellement centrée donc sur les cognitions, les pensées qui sont présentes dans le cadre de ces troubles. Alors pour Beck, eh bien l'individu, tout individu possède ce qu'il appelle des schémas cognitifs. Ces schémas cognitifs sont des éléments qui se sont construits très tôt au cours de la vie de l'individu et qui sont donc profondément ancrés chez l'individu et qui sont plutôt stables. Et ces schémas cognitifs, on peut dire ces schémas tout court, sont des éléments qui vont permettre à l'individu de comprendre la façon dont le monde fonctionne et qui vont lui permettre de se situer dans ce monde. Et ces schémas vont s'activer quand la personne va vivre une situation.
Quand ces schémas s'activent, eh bien, ils vont agir comme des filtres qui vont produire des pensées automatiques et des émotions. Alors, ces pensées ne sont pas des ruminations, ce n'est pas non plus des raisonnements construits, c'est des pensées, voire des images. En tout cas, voilà, si on parle de pensées, ça va être des pensées qui sont plutôt courtes, plutôt affirmatives, et qui ne sont pas vraiment conscientes. Elles sont plutôt inconscientes, mais si on porte notre attention dessus, on va pouvoir les identifier. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs qu'elles sont automatiques, c'est parce qu'elles ne sont pas vraiment conscientes. Et ces pensées, donc, qui sont courtes, qui sont affirmatives, sont comme des sortes de vérités absolues sur la situation. Et ces pensées, finalement, vont orienter nos comportements. Le problème, c'est que ces pensées ont souvent un contenu négatif. Et il a pu identifier chez les personnes qui présentaient un état dépressif ce qu'il a appelé une triade cognitive, on parle de triade cognitive de Beck, avec des pensées automatiques qui concernent l'individu lui-même, qui va par exemple se dire « je ne vaux rien », qui vont concerner aussi des pensées sur le monde, car l'individu en proie à une dépression, par exemple « le monde est terrible », et puis qui vont concerner aussi le futur, avec par exemple des phrases du type le futur est sans espoir. Donc voilà ce que sont ces schémas cognitifs. Donc le problème, on l'a bien compris, c'est que ces schémas, eh bien, ils peuvent être à l'origine de distorsions dans le traitement des informations. C'est justement ce qui va générer ces pensées automatiques qui malheureusement sont prises pour vraies et qui orientent nos comportements, et cela de façon justement problématique. Si on prend le cas de figure suivant, un enfant par exemple qui obtient de l'amour parental seulement quand il produit certains comportements, eh bien l'enfant peut construire le schéma qui est le suivant, qui est de se dire que l'amour est conditionnel. Donc via l'étude des pensées automatiques, Beck va tenter d'accéder au schéma. C'est pour lui un moyen d'accéder à ces schémas qui, de cette manière, vont pouvoir être assouplis par restructuration cognitive, c'est-à-dire en remplaçant les pensées dysfonctionnelles qui auront été identifiées par des pensées alternatives. Et c'est ça qui va permettre justement d'assouplir ces schémas et de permettre à la personne d'aller. Donc intéressons-nous maintenant, donc après les fondements concernant la thérapie comportementale, les fondements concernant la thérapie cognitive, intéressons-nous à la troisième vague. Donc cette troisième vague, on la qualifie d'expérientielle et d'émotionnelle. Alors pour bien la comprendre, revenons sur ce que nous avons dit, à savoir que dans les années 70, les thérapies comportementales et cognitives ont été regroupées parce que leurs stratégies, on l'a dit, sont assez proches, et leur idée est de travailler donc sur les comportements et les cognitions avec l'idée de modifier comportements et cognitions si ces éléments sont inadaptés, tout en modifiant aussi les émotions inadaptées. Dans les années 90, la troisième vague, qui va venir enrichir les TCC, va proposer de travailler plus directement sur les émotions et les expériences. L'idée, comme on l'a déjà évoqué, c'est moins de réaliser une modification à proprement parler, même si bien sûr il va y avoir une modification, on sera sur quelque chose en fait de plus souple, l'idée d'une transformation, donc qui va permettre de laisser plus de place aux émotions agréables. Et dans le même temps, il y aura moins de place pour les émotions désagréables. Donc, c'est un principe qu'on retrouvera dans la psychologie positive sur laquelle je vais revenir. Donc, on est dans l'idée ici, avec cette troisième vague, d'essayer de transformer les rapports que le sujet entretient avec ses émotions et ses cognitions, ces rapports qu'il prend comme des vérités. Illustrons ça avec une émotion. Par exemple, si je ressens de l'anxiété, eh bien, au lieu, au moment où je ressens de l'anxiété, de me dire que la situation doit être dangereuse et que c'est pour ça que je ressens cette anxiété, et puis d'entrer dans ce cas dans un cercle vicieux, eh bien, je vais plutôt m'inscrire dans l'accueil de l'émotion. Je vais l'accueillir comme un simple processus psychophysiologique qui n'est pas nécessairement une vérité et qui est quelque chose qui se manifeste à un moment donné mais qui ne va pas durer et qui va finir par cesser. Donc on est clairement dans l'accueil de l'émotion plutôt que dans l'évitement, avec l'évitement qui est d'ailleurs négatif puisque ça contribue à restreindre les expériences. Donc là on est vraiment dans l'accueil de cette émotion. On peut prendre un autre exemple pour les pensées automatiques. Là aussi, au lieu de les prendre comme des vérités absolues, on va plutôt les voir comme des éléments qui nous traversent et qui n'ont pas forcément un lien avec la réalité. Par exemple, si je me dis « je suis nul »,
ça ne veut pas dire que parce que je me dis ça, c'est vrai. Je peux tout à fait ne pas être nul, mais parfois avoir des pensées auto-dévalorisantes qui me traversent l'esprit. Alors, cette troisième vague, en fait, elle va être enrichie par tout un tas de... Enfin, les TCC avec la troisième vague, elles vont être enrichies par tout un tas de thérapies. Donc, je vais évoquer certaines de ces thérapies. On peut évoquer la thérapie des schémas qui a été proposée par Jung, qui est un étudiant de Beck. Et dans cette thérapie, l'idée, c'est de déclencher donc, les schémas inadaptés pour pouvoir relier les émotions qui sont ressenties donc, dans les situations actuelles aux situations de l'enfance. L'idée sera ici d'essayer d'assouplir les schémas par ce biais. Autre thérapie, la thérapie dialectique comportementale, que je vais reprendre aussi très succinctement, je n'ai pas le temps ici de m'attarder sur chacune de ces thérapies. Donc cette thérapie dialectique comportementale, elle a été proposée par Lynn Han dans le cadre de travaux qu'elle a menés auprès de personnes qui présentaient un trouble de personnalité borderline ou limite, ou encore un trouble de personnalité émotionnelle labile, hein, on l'appelle différemment selon la classification à laquelle on se réfère, le DSM ou la CIM. Et dans cette thérapie, eh bien, la centration va se faire sur l'apprentissage. Et il va s'agir de gérer de façon plus efficace les émotions de la personne qui consulte, qui est appelée le client, et celle du thérapeute, avec l'idée qu'en fortifiant la relation thérapeutique, eh bien, on va davantage pouvoir maintenir la démarche thérapeutique et progresser. On peut aussi évoquer, dans cette troisième vague, les thérapies qui sont basées sur la pleine conscience. Alors c'est Kabat-Zinn qui va introduire ces thérapies basées sur la pleine conscience, avec notamment ce qui s'appelle la MBSR, la Mindfulness Based Stress Reduction. Donc la pleine conscience, la mindfulness, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on peut dire que c'est un état dans lequel l'attention va être activement, c'est-à-dire intentionnellement portée sur l'expérience présente. Et parce que cette attention est centrée sur l'expérience présente, eh bien la personne va s'inscrire dans l'accueil de ce qui est là, donc dans l'accueil de toutes les données sensorimotrices, les données cognitives ou encore les données émotionnelles, et tout cela sans jugement. Il ne s'agit pas effectivement d'essayer de supprimer certaines de ces données, et il ne s'agit pas non plus de se laisser emporter, il s'agit simplement de les accueillir. Et donc cet accueil va être stimulé par diverses pratiques, notamment par la méditation. Ensuite, Segal, Williams et Tisdale vont mettre au point la MBCT, donc la Mindfulness Based Cognitive Therapy, qui intègre des éléments de la MBSR de Kabat-Zinn et des éléments de la thérapie cognitive de Beck. Et ils vont constituer un protocole en 8 séances qui va viser à éviter des rechutes auprès de personnes qui ont déjà présenté une dépression. Et donc ce protocole, cette rechute, en fait, va être prévenue à travers une expérience qui est l'expérience que les émotions et les pensées néfastes ne sont que passagères et ne reflètent pas la réalité. C'est toujours un peu ici les mêmes idées en fait qu'on retrouve. Et dans ce cadre, eh bien, une émotion ou une pensée négative, quand elle est là, eh bien, va permettre donc à la personne, la personne va accueillir cette pensée ou cette émotion négative, elle va donc se confronter, s'exposer au moment présent, accueillir ces éléments sans jugement, au lieu de lutter contre ces éléments. Autre thérapie, la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui a d'abord été développée par Hayes, Strozahl et Wilson. Cette thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est ce qu'on appelle l'ACT pour Acceptance and Commitment Therapy. Et donc, elle est issue de plusieurs thérapies qui ont, pour certaines, été développées par Hayes, qui sont pour commencer la thérapie de distanciation complète. Distanciation parce qu'il s'agit, dans le cadre de cette thérapie, de prendre de la distance par rapport aux pensées et aux émotions négatives, plutôt que de vraiment les remettre en cause, comme ça se fait dans les TCC classiques. Autre théorie qui va permettre de construire l'acte, c'est la théorie des cadres relationnels.
dans laquelle une personne qui va vivre une situation, eh bien cette situation, la personne va la vivre à travers ses sens. Donc quand la personne vit à travers ses sens une situation, on va dire qu'elle est dans une expérience sensorielle directe. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Eh bien l'activité mentale va transformer l'expérience sensorielle directe en une expérience intérieure, qu'on peut qualifier d'expérience mentale, qui va être constituée par tout un tas de représentations symboliques. Ça peut être des mots, des images, des ressentis. Et dans cette situation, un symbole va pouvoir au final contenir une expérience sensorielle, si bien que son évocation va pouvoir susciter une réponse, donc un comportement, une émotion ou encore une cognition. Par exemple, tenir une fleur dans la main va pouvoir donc la fleur va constituer une sorte de symbole qui va pouvoir susciter différentes réponses comportementales, émotionnelles ou cognitives. Alors, dans cette théorie des cadres relationnels, l'idée est que plus il y a d'expériences sensorielles qui vont être vécues, plus l'expérience mentale va se développer. Autrement dit, des réseaux relationnels vont se constituer et ce sont ces réseaux relationnels, ces relations entre ces différentes expériences qui sont constituées dans l'espace mental, eh bien ces réseaux vont former un contexte qui va permettre d'appréhender les expériences futures. Alors ça veut dire que lorsqu'une nouvelle expérience sensorielle est vécue, eh bien elle va être cadrée en termes relationnels par l'activité mentale. Ça veut dire qu'elle va être comparée avec les informations qui sont stockées justement dans les réseaux relationnels et puis une réponse sera développée. Par exemple, je me promène, je vois une fleur, peut-être que ça va activer un réseau relationnel qui va m'amener à constituer un bouquet de fleurs. Ou au contraire, je vois une fleur et ça va activer un réseau relationnel qui va me dire que, attention, ces fleurs sont du poison, il ne faut pas cueillir les fleurs. Ou au contraire, un autre réseau relationnel qui va faire que je ne vais pas cueillir les fleurs parce que je vais me dire que ça pourrait être une manière d'abîmer en fait l'environnement et que ces fleurs sont peut-être protégées. Le problème, c'est la différence qui peut exister entre l'expérience sensorielle directe, au moment où je vis l'expérience à travers tous mes sens, et puis l'expérience mentale intérieure. Effectivement, il peut y avoir une différence entre ces deux expériences qui peuvent être obscurcies. On va parler dans ce cas-là de fusion cognitive. Ce qui veut dire que dans cette situation, un mot qui a été relié à l'expérience directe peut, à sa simple évocation, évoquer l'expérience directe. Par exemple, un champignon, mettons chez une personne qui a eu une intoxication alimentaire liée à un champignon, eh bien, ça va évoquer cette expérience et déclencher une nausée chez cette personne, alors que le champignon n'est pas là et qu'il n'y a pas de risque d'intoxication. Et le problème, c'est qu'un autre mot peut être relié à ce mot et va pouvoir évoquer l'expérience directe. Par exemple, si on parle de schtroumpf, peut-être qu'on va se mettre à penser à leur maison qui sont en forme de champignon et ça va déclencher une nausée. Ce qui peut déclencher un comportement d'évitement qui va réduire les possibilités d'expérience. Peut-être que je vais éviter de lire des bandes dessinées sur les schtroumpfs et peut-être même que je vais éviter de fréquenter les librairies où on vend des bandes dessinées où il y a des schtroumpfs et ainsi de suite. Donc ça peut comme ça aller assez loin. Dans cette théorie des cadres relationnels, ce que Hayes aussi met en avant, c'est l'importance du langage dans la genèse de ces réseaux relationnels et réciproquement. Donc le langage est important parce que le langage va permettre justement de faire des liens rapides et d'agir rapidement. Autrement dit, le langage est vu comme un médiateur entre les cognitions et les comportements, d'où un travail qui va être proposé autour de l'intelligence verbale, lequel va permettre d'ouvrir la possibilité d'orienter son comportement en fonction de ses valeurs. Et puis, ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que l'acte va aussi s'appuyer sur des techniques qui sont basées sur la pleine conscience que nous avons évoquées précédemment. Alors, pour revenir plus globalement aux thérapies d'acceptation et d'engagement, on peut dire qu'elles vont finalement permettre d'accroître la flexibilité psychologique qui va permettre en fait de se diriger avec plus de souplesse vers ce qui est important pour nous et cela malgré les obstacles qui peuvent se présenter qu'on va finalement être en mesure de franchir avec souplesse.
D'autre part, ces thérapies vont s'appuyer sur 6 processus thérapeutiques qui vont être mobilisés et qui sont représentés dans une figure hexagonale qui est appelée l'hexaflex. Ces 6 processus sont les suivants. On parle de diffusion cognitive. L'idée ici est de prendre de la distance par rapport aux pensées, donc ce qu'on a dit déjà précédemment, c'est-à-dire les voir pour ce qu'elles sont et ne pas les voir pour ce qu'elles disent qu'elles sont. Il ne s'agit plus de les prendre comme des vérités avérées, mais comme des éléments qui à un moment donné sont présents et qui vont pouvoir repartir, mais qui n'ont pas de lien précis avec la réalité. Autre processus, l'acceptation, c'est cet accueil qu'on a évoqué, cet accueil sans jugement de ce qui se passe et même des vécus qui sont inconfortables. Autre processus, le contact avec le moment présent. Autrement dit, il s'agit de ne pas être finalement dans les ruminations du passé ou dans des anticipations anxieuses de l'avenir, simplement en contact à travers nos sens avec le moment présent, ce qui se passe donc au moment où on vit les choses. Autre processus, l'élargissement du sens de soi qui va permettre de développer une base de sécurité qui sera plus importante. Autre processus, les connexions aux valeurs personnelles, c'est-à-dire se connecter à des valeurs qui sont importantes pour soi, ce qui va pouvoir se faire aussi quand on a pu identifier ces valeurs. Et autre processus, l'action engagée, qui est l'idée d'agir en phase avec ces valeurs personnelles. Donc en 2 mots, si on reprend la terminologie, donc on parle de thérapie d'acceptation et d'engagement, puisqu'il s'agit d'accepter les événements qui se produisent, les événements privés dont les émotions, au lieu de les fuir, au lieu de les éviter. Donc il s'agit de les accepter, de les accueillir. Et puis engagement, puisqu'il y a cette idée d'identifier ses valeurs personnelles pour s'engager dans une vie qui soit plus satisfaisante. Enfin, je voudrais terminer avec une remarque sur la psychologie positive, dont les fondements ont été proposés par Seligman et Csikszentmihalyi. Alors, cette psychologie positive propose donc plutôt que de se centrer en fait sur la réduction des éléments négatifs dans un trouble, hein, des symptômes qui sont vécus comme étant à l'origine des souffrances. La psychologie positive propose plutôt de développer tout ce qui va bien, c'est-à-dire le bien-être, les émotions et les pensées positives, les ressources, les valeurs, le sens, et ainsi de suite. Alors, il y a tout un tas de thérapies et d'interventions qui vont s'appuyer sur la psychologie positive. C'est en partie le cas de certaines thérapies que nous avons évoquées précédemment. Et donc, voilà, tout un tas de thérapies qui vont intégrer ces divers fondements. Donc voilà, sur ce, nous avons terminé avec cette carte mentale sur les TCC. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine carte mentale.